À Pékin, cela fait plus d'un mois qu'on n'a plus vraiment de raison de se lever le matin. On se lève. Je vais ouvrir les rideaux, d'accord, bien pollués en plus. Pas vraiment de raison, à part pour se précipiter sur les statistiques des victimes de l'épidémie. Alors, T'as vu 44, presque 45 000 malades vérifiés. Je suis arrivé en Chine comme journaliste en 2007. Je me suis marié avec Lulu, une vraie pékinoise. Nous avons un fils et nous vivons tous les trois dans une résidence du nord de Pékin. Après... Je traverse souvent la Chine pour mes reportages. Mais cette fois, impossible de bouger. Là maintenant, il y a Gotibé, c'est bon quoi. Autour des villes, des barrières se sont dressées partout. Autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier, chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire. Les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi. Alors voilà le seul reportage possible, un reportage immobile, une chronique du confinement. Les jours que nous vivons semblent vides, mais ils sont porteurs de tant de questions pour l'avenir de la Chine. L'une des seules bonnes nouvelles, comme nous vivons ensemble 24 heures sur 24, la solidarité familiale ne s'est jamais aussi bien portée. J'arrive même à solliciter mon fils pour donner un coup de main. On va chercher l'eau ? Ouais. L'eau n'est pas potable au robinet, donc il faut se faire livrer ses bonbonnes presque chaque jour. Et depuis que notre quartier est fermé à toute personne extérieure, il faut aller chercher les bidons nous-mêmes. Mon fils a de la chance, la barrière qui condamne désormais l'entrée en bas de chez nous n'est pas très haute. Depuis le début de l'épidémie, avec Lulu, on a une nouvelle coquetterie avant de sortir, le masque. Moi le noir, elle le blanc. Lulu, ça l'ennuie parce qu'elle ne peut plus mettre de rouge à lèvres. Mais là, on n'a plus vraiment de choix. Depuis le début de la quarantaine, le masque est fortement conseillé. En réalité, ça veut dire qu'on est obligé de sortir avec, sinon on se fait arrêter. Voilà à quoi ressemble la dernière des 4 entrées de notre quartier encore ouverte, à un checkpoint. Et pour passer, on nous a distribué des cartes de sortie. Elles sont vérifiées à chaque passage. Si on est autorisé, on passe. On pourrait croire qu'il est 5 h du matin, un dimanche à Pékin, mais non. En fait, on est en plein après-midi, un vendredi, pour aller faire des courses. Normalement, Pékin, un vendredi, ça ressemble plutôt à ça. Alors même si ça fait du bien de ne plus être les uns sur les autres, là, on se sent quand même un peu seul. Pour ne rien arranger à cette ambiance stressante, notre température est contrôlée tous les 300 mètres. Poser ces appareils sur des dizaines de poignées, pas sûr que ça soit une bonne idée. Dans le centre commercial, même histoire, pas un chat. Normalement ici on fait toujours 30 minutes de queue avant de récupérer notre café, mais bon, il y a comme un malaise. Heureusement que des jeunes occupent encore le terrain de basket pour redonner un peu de vie à tout ça. D'ailleurs, je me demande comment ils sont encore autorisés à jouer sans masque.
On trouve encore des solutions hydroalcooliques. Mais on ne sait pas pour combien de temps. À l'entrée du supermarché, nouveau contrôle. Au moins là, il y a déjà un peu plus de monde. En même temps, depuis qu'on est en quarantaine, l'une de nos seules occupations, c'est de faire la cuisine. Les rayons du supermarché sont presque réconfortants. Presque, car tout le monde à Pékin a vu défiler sur les réseaux sociaux les images des étals vides de Wuhan. La situation dans le foyer de l'épidémie avec ses milliers de malades est dans toutes les têtes et alimente la peur générale. Pourtant, la situation à Pékin n'a rien à voir avec celle de Wuhan. Il n'y a qu'une centaine de malades officiellement ce jour-là, mais la ville est quand même fermée à double tour. Je retrouve Mademoiselle Li, ma traductrice, dans le métro. Avant de lui dire bonjour, je connais sa température. 32,1 degrés en surface, nous dit l'écran. Toutes les entrées du métro sont désormais équipées de ce type de caméra thermique. Si votre température dépasse le seuil fatidique, 37,3 degrés, vous êtes isolé derrière cette barrière en attendant d'être envoyé à l'hôpital. Dans le métro, évidemment, un garde est là pour vérifier que tout le monde porte bien son masque. Encore faudrait-il qu'il y ait des gens à contrôler, car en temps normal, le métro pékinois, c'est plutôt ça. Mais le vrai problème, c'est la pénurie de masques. Nous partons à leur recherche avec Mademoiselle Li. Non, non, là c'est fermé. Allez voir devant. L'avant-garde dit qu'ils sont en rupture de stock. Bonjour, il vous reste des masques? Il me reste des masques électriques. Je peux les voir? Le seul masque qui lui reste coûte 40 €. Il n'hésite pas à nous le proposer. Est-ce que c'est efficace contre le virus? De quel virus tu parles? Eh bien, le coronavirus, l'épidémie. Quelle que soit la qualité du masque chirurgical que vous utilisez, vous devez le changer tous les 2 jours. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours, pour être sûr d'être bien protégé contre le virus. Alors qu'avec ce masque électrique, pas besoin de changer. Vous pouvez l'utiliser sans problème pendant 2 mois. 2 mois. Mais est-ce que je peux acheter le genre de masque que vous portez? Non, je n'en ai plus, vous arrivez trop tard. Pour aujourd'hui, c'est fini, tout est parti. Je peux revenir demain et essayer d'en avoir? Oui, normalement, c'est le principe. Vous pouvez venir tôt demain parce que le nombre de masques à vendre est très limité. Et comme tous les gens du quartier le savent, ils viennent très tôt. Ils sont prêts à faire la queue pour en avoir un. Actuellement, tout ce qui concerne l'épidémie est géré par le gouvernement. Ça veut dire que c'est rationné, les quantités à vendre sont très contrôlées. Vous pouvez arrêter de filmer? C'est mieux si vous arrêtez de filmer. D'accord? L'épidémie rend tout le monde encore plus parano que d'habitude. On retente notre chance quelques blocs plus loin. La situation est encore plus décourageante. Est-ce que vous avez des masques? Ils sont en rupture de stock, il n'y en a plus nulle part. Si tu veux autre chose, ils te le donnent, sinon ils laissent les portes fermées. Ici, les pharmaciens n'ouvrent même plus leurs portes et se cachent lorsque nous tentons de leur poser des questions. Au bout de quelques tentatives, une pharmacienne accepte finalement de nous donner quelques indications. Vous avez encore des masques? Et sinon, quand est-ce que vous en aurez? On n'a aucune information, on ne sait pas quand on en recevra d'autres. Mais comment lutter contre cette épidémie sans masque? La situation est kafkaïenne et explique aussi que la seule solution est d'enfermer tout le monde, ou presque. Je décide d'aller place Tiananmen pour constater la situation au cœur de la ville. Les trottoirs du centre-ville sont fermés, alors seule solution, faire le tour de la place en vélo. Au nord de Tiananmen, la cité interdite, des policiers partout pour en interdire l'accès. La cité n'a jamais été aussi interdite. Quelques mètres plus loin, Zhongnanrai, le siège du gouvernement.
Derrière cette porte travaillent et vivent les leaders du régime, confinés par la peur du virus. Impossible de s'arrêter à proximité. Enfin, dernier virage, le plus impressionnant. La plus grande place du monde, chargée d'histoire, avec le mausolée de Mao au milieu, totalement déserte. Voilà la place Tiananmen comme vous ne l'avez jamais eue. Vu le tournant que prennent les choses en bas de chez moi et dans le centre-ville, j'étais curieux de voir ce qu'il en était dans les quartiers plus populaires de la banlieue de Pékin. La mise en quarantaine est-elle la même? Là-bas, les entreprises logent leurs ouvriers dans des petites maisons à pièces uniques. Un modèle de la société ouvrière où personne n'oserait contredire la parole du régime. Monsieur Chen est chauffeur et vit dans ses résidences. Je l'ai engagé pour la journée pour me les faire visiter. Pour entrer, normalement, il faut vous enregistrer ici. Il faut que je descende leur expliquer, d'accord? Impossible de pénétrer dans ces quartiers sans laisser passer. Nous essayons d'entrer avec la carte du chauffeur. Ça, c'est mon laissez-passer pour accéder à mon quartier. On n'est pas les seuls à attendre. Tout le monde passe au radar de ces gardiens des comités de quartier. Partout, l'appareil du régime communiste est au service de cette vision sécuritaire de la lutte contre le virus. Les comités d'immeubles et de quartier, les branches locales du parti, gèrent la mise en quarantaine des quartiers touchés. Ce sont eux qui nous délivrent les laissez-passer pour rentrer chez nous, eux qui dénoncent les personnes qui ont de la fièvre ou qui sortent sans masque. Tout le monde est contrôlé, même ce couple qui vit ici depuis 7 ans. J'arrive de la province du Hebei. Je suis revenue pour travailler, mais mon entreprise m'a demandé de me mettre en quarantaine, au moins pendant 7 jours avant de reprendre. 7 jours, oui. Bonjour, vous avez une autorisation pour cette interview? Si vous n'en avez pas, alors il faut arrêter la caméra. Arrêtez la caméra tout de suite. Impossible de rentrer sans les fameux laissez-passer. Nous tentons une entrée moins surveillée. Bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. Est-ce que vous venez faire ici? On veut juste aller voir. Si vous voulez rentrer, il faut passer par l'autre porte. Ici, c'est interdit. Les chefs sont tous là-bas. Ah, d'accord. Vivre à Pékin, ces jours-ci, c'est passer le plus clair de son temps dans des palabres inutiles à des points de contrôle, où tout est fait pour ne pas vous laisser passer. Notre chauffeur commence à s'inquiéter, il se demande s'il pourra rentrer chez lui. On vit dans une petite maison juste à côté. On va voir si on peut rentrer par là. Ça, c'est le point de contrôle. Depuis le début de la crise, les agents des comités de quartier se sont démultipliés. Des volontaires, comme ils se surnomment eux-mêmes, sont venus leur prêter main forte, tous unis derrière la nation pour lutter contre le virus. En réalité, avec ou sans brassard, ils sont payés par la mairie pour s'assurer que tout le monde suit les règles. Les contrôles sont stricts et les horaires d'entrée et de sortie très réglementés. Curieusement, ici on nous laisse passer. Quand les portes sont fermées, tu ne peux plus rentrer, quoi qu'il arrive. Moi, l'autre jour, j'ai dû dormir dehors dans ma voiture. Comme partout, les rues, les passages sont déserts. Difficile de trouver quelqu'un pour nous parler. Seule personne à l'horizon, cet homme qui n'est pas sorti depuis 2 jours. Là, j'ai pris des pommes de terre, des nouilles, de l'ail, du tofu, des légumes. Je suis allé faire les courses. Il faut que l'on achète plus que d'habitude car nous sommes 3 à la maison et il n'y a que moi qui sors. Je sors tous les 2-3 jours. Allez, merci. Aussi petites soient ces maisons d'ouvriers, tout le monde reste confiné à l'intérieur, sans récriminer. Ordre du régime. Plus au nord, un autre checkpoint nous arrête, cette fois au milieu de la route. Et les gardes aux cheveux ras sont plutôt nerveux.
Vous allez où? On va juste là-bas pour faire demi-tour. Faut prendre la température. Vous aussi, il faut prendre la température. Pas besoin, je viens d'être contrôlée. Si, il faut prendre la température. C'est bon, tu peux faire ton demi-tour. Une base militaire est proche, elle doit être protégée à tout prix de l'épidémie, comme doivent l'être les dirigeants dans la capitale du pays. Quand je rentre chez moi, une drôle de surprise devant la porte. C'est la première fois que je vois une ambulance dans ma résidence où il n'y a aucun cas officiel. Pour nous rassurer, nous avons désormais la possibilité de vérifier presque en direct s'il y a des malades dans l'immeuble. Plusieurs applications proposent de géolocaliser les malades. Le point bleu, c'est chez moi, chez nous en fait. Et là, autour, c'est des jaunes. C'est la résidence qu'ils ont trouvé des malades. Et pas trouvé en fait, c'est des gens malades qui chez eux. Mais plus le couleur c'est foncé, ça veut dire c'est plus récent. Là, tu fermes, là. Voilà. Chaque petit point rouge représente un cas. Et dans une société chinoise où chacun est surveillé par ses achats, ses déplacements ou la reconnaissance faciale, impossible de passer inaperçu. Ok, c'est là, je clique. Ah, la personne qu'ils ont trouvé malade, qu'il est allé où? Un magasin de fruits, un petit bistrot. Donc c'est 2-3 km de loin. Hein. Moi je suis là. Donc on va pas traverser 3 km pour acheter une bombe quoi. Non, ça va. Avec le développement de toutes ces nouvelles techniques, ça rend vraiment très pratique pour la vie de tous les jours. Hein, mais quand même, ça fait peur quand même. C'est dans le centre-ville de Pékin que les applications recensent le plus de malades. La grande avenue Wang Fujin est déserte. C'est un peu les Champs-Élysées pékinois. D'habitude, on y croise une foule admirant les grands magasins. Aujourd'hui, les écrans ne diffusent plus de publicité, mais des messages de prévention contre le virus. Au milieu de l'avenue, le marché où l'on pouvait manger brochettes de larves ou de scorpions est fermé derrière cette barrière, où un message affirme qu'une rénovation aura lieu, mais on ne sait pas quand. Pour les commerçants, les journées sont longues. Madame Zhang tient un café, le seul ouvert alentour. Aujourd'hui, je serai son unique client. Quand l'épidémie a commencé, on a directement fait des estimations pour savoir comment on pouvait s'organiser. On s'est dit que ça pouvait durer jusqu'à la moitié de l'année. J'ai beaucoup d'amis dans le monde de la restauration qui sont dans la même situation que moi. On est tous sous pression, bien sûr, surtout si nos estimations sont bonnes. Actuellement, c'est impossible de savoir quand est-ce qu'on pourra vraiment recommencer à travailler. On va suivre de près ce qui se passe. En tout cas, dès que ça ira mieux, on l'entendra aux infos. Tous les jours, ils nous annoncent les chiffres de l'épidémie et nous, on calcule quand est-ce qu'on pourra rouvrir. Monsieur Tian, lui, tient 2 restaurants dans cette rue très passante de Pékin. Depuis un mois, il est forcé de rester fermé. De toute manière, il n'y a aucun client à l'horizon. Avant l'épidémie, les étagères étaient remplies. Il y avait un large choix de nourriture. Les clients venaient choisir leurs plats, parmi l'ensemble des plats. Ensuite, ils allaient les peser, puis ils allaient payer là-bas. Puis ils s'asseyaient à une de ces tables. C'était plein à craquer. Et maintenant, c'est vide. On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Le gouvernement a demandé à ceux qui le pouvaient de reprendre le travail. Par exemple, ceux qui peuvent travailler de chez eux. Mais pour nous, les restaurateurs, c'est impossible. Et c'est beaucoup trop tôt.
Je n'ai pas d'autre solution que de supporter les pertes financières moi-même. Un ami m'a conseillé de négocier avec mon propriétaire, histoire de diminuer un peu mon loyer. Mais ça me gêne. Mon propriétaire aussi est affecté par l'épidémie. Son argent ne tombe pas du ciel non plus. Comment pourrais-je lui demander une chose pareille? La ville est en sommeil, mais à la maison, on commence vraiment à trouver le temps long. Une petite sortie serait ces jours-ci la bienvenue. Comme personne ne peut nous rendre visite de l'extérieur et qu'en ville tout est fermé, nous décidons d'aller voir notre voisin Gary. On ne se connaît pas vraiment, mais on se salue quand on se croise sur le parking. Hey. Hello, sir. Hello. How are you doing? Hard time. Yeah, it's hard time. Have a seat. Il vit avec sa femme et son chat. D'habitude, il vend des voitures d'occasion, mais là, comme tout le monde, il tourne en rond entre ces 4 murs depuis un mois. La salle de sport est fermée, les restaurants sont fermés, et même le coiffeur est fermé. Alors, c'est vraiment pas pratique. Alors je fais de mon mieux pour trouver des choses intéressantes à faire à la maison. Je joue aux jeux vidéo, je fais du sport. C'est tout, hein. C'est vraiment ennuyant. Ah, je m'ennuie tellement. Gary est autorisé à sortir, mais il ne met pas le nez dehors, il est trop inquiet. Tous les jours, je me réveille. La première chose que je fais, c'est regarder le nombre de morts. Ouais, tous les jours. Vous savez, je me sens vraiment concerné par ça. Depuis la mise en place de la quarantaine, il ne rate plus un seul journal de la CCTV, la chaîne d'État. En 2003, au moment de l'épidémie du SRAS, moi j'étais en 3e année d'université. À l'époque, je trouvais que les gens avaient moins peur que maintenant. C'est sûr, maintenant les gens sont bien plus effrayés par cette épidémie que par celle du SRAS. Les gens disent que si le climat a changé, c'est d'abord à cause de WeChat. Ils disent qu'à cause des réseaux sociaux, on communique beaucoup plus aujourd'hui, et donc on se transmet surtout notre peur. À l'époque du SRAS, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En 2003, les officiels de Pékin, ils ont commis de graves erreurs. Ils ont caché la vérité, ça a posé de gros problèmes. Mais cette fois, je pense qu'ils ont fait des progrès et qu'ils gèrent plutôt bien la situation. Mais bon, peut-être qu'au début, quand même, ils ont un peu essayé de cacher des trucs. Je sais pas. Transparence ou pas, les infos reçues par Gary suffisent à le convaincre de rester enfermé chez lui. Tous les soirs, la chaîne d'État diffuse des images sur l'état de la crise. On voit l'intérieur des hôpitaux, des malades, mais surtout une coordination parfaite entre l'armée et les médecins. On voit des images à l'extérieur aussi, dans les villes, où l'appareil d'État réagit évidemment vite et bien. On passe même la serpillière dans la rue et le Premier ministre donne l'exemple. De quoi donner à tous l'impression que la situation est sous contrôle. Chaque jour qui passe, Pékin est de plus en plus désert. Ces rues sont normalement submergées par un flot de voitures et de consommateurs, presque 24 heures sur 24. Aujourd'hui, rien. Un silence de mort. Cette banderole affirme que tout le monde est uni et que grâce à cette confiance et à une stratégie scientifique du pouvoir, l'épidémie sera vaincue. C'est l'obsession du régime, que la peur du virus n'entraîne pas de troubles sociaux, de critiques des dirigeants. Le parti semble plus effrayé par le virus de la liberté que par celui de la pneumonie. Alors la censure a durement frappé ceux qui tentaient de donner des informations sur les réseaux sociaux. C'est le cas du blogueur Fang Bing que la police est venue arrêter chez lui. La police finira par forcer la porte. Fang Bing n'a pas été revu depuis.
Depuis le début de la crise, le blogueur filme tout ce qu'il voit à Wuhan et le poste sur les réseaux sociaux. Il rentre dans les hôpitaux, il montre des corps entassés, des malades à l'agonie et une équipe médicale dépassée. Le tout sans aucun filtre. Et ces posts sont suivis par des centaines de milliers de Chinois. Ils condamnent ouvertement l'inefficacité du gouvernement. Un affront insupportable pour le régime chinois. Avant que Pékin ne réagisse, les vidéos de ce genre se répandent sur les réseaux sociaux. Chen Shuiqiu est aussi très suivi, car lui aussi écume les hôpitaux de Wuhan. Il filme les malades qui attendent sans recevoir de soins, le désarroi des patients qui ne sont pas pris en charge après des jours de fièvre. Cette vidéo est la dernière qu'il postera avant de disparaître en quarantaine forcée. Ces derniers jours, j'ai vu passer des messages sur WeChat et Douban, les Facebook et Twitter chinois, venant d'un couple de blogueurs pékinois n'hésitant pas à braver eux aussi la réalité officielle. Ils ont accepté un rendez-vous avec une traductrice dans leur petit appartement du centre-ville. Ça fait plusieurs jours qu'on n'est pas sorti, alors on boit beaucoup de thé pour s'occuper. Depuis le début de la crise, des citoyens se sont organisés et improvisés journalistes pour tenter de diffuser le maximum d'informations sur la situation en parallèle des médias officiels. Un semblant de liberté qui, en Chine, a toujours ses limites. Ce couple de blogueurs a tenté avec les moyens du bord de souffler un vent de révolte suite à la mort du docteur Li. Ce médecin de Wuhan a été le premier à alerter l'opinion publique sur cette épidémie. Arrêté par la police, il est mort à Wuhan, touché par le virus, devenant le symbole de l'absurdité de ce système qui étouffe tous ceux qui pourraient remettre en cause la stabilité du régime. Quand le docteur Li est mort, les gens étaient tristes et en colère. J'ai pensé que l'on pourrait honorer le docteur en mettant tous un dessin de son visage en photo de profil sur WeChat et Douban, ou en publiant des messages comme « S'exprimer n'est pas un crime » ou « Bon voyage au paradis ». Un peu comme une web manifestation. J'ai lancé le mouvement sur ces réseaux sociaux et en 30 minutes, des milliers d'internautes ont changé leurs photos de profil et partagé mes posts. La police d'Internet a été alertée et m'a donné un avertissement. Le contenu que vous avez posté va être supprimé car il est susceptible de causer un trouble. Si vous refusez de coopérer, votre compte sera définitivement supprimé. En Chine, ces réseaux sociaux servent à tout faire. Payer, communiquer, utiliser les transports. Ne pas y avoir accès, c'est être exclu de la société. Au début, Taïtsin et Sanayan étaient très actifs pour couvrir ce qu'il se passait. Ensuite, la télé d'État a envoyé 300 reporters à Wuhan avec un seul objectif, guider l'opinion publique et empêcher les autres de travailler. Malheureusement, le régime exerce un contrôle beaucoup plus fort aujourd'hui. La quarantaine est en réalité globale, physique et médiatique. En plus d'être enfermés chez eux, l'accès aux informations des Chinois est limité à ce que le régime veut bien dire. Même ces deux blogueurs n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Voilà ici, impossible de détourner le blocus Internet. Nos applications ne marchent plus. Tous leurs outils informatiques pour contourner la censure et aller sur des sites interdits comme Twitter ont eux aussi été bloqués. Déjà 2 semaines de quarantaine. En plus d'être fermées, les entrées de la résidence sont maintenant grillagées, barricadées par 2 mètres de hauteur de ferraille verte. On ne pouvait déjà pas passer avant, mais là au moins, ça a le mérite d'être clair.
Voilà notre petite danse quotidienne, un défilé incessant de livreurs qui viennent nous apporter nos vivres par-dessus la grille. Et pour les bidons d'eau potable, c'est de plus en plus laborieux. On se sent tous les jours un peu plus coincé. Lulu décide d'appeler sa cousine pour prendre des nouvelles de sa fille. Depuis plusieurs semaines, la petite fille de 7 ans est confinée dans l'appartement familial. Attends, je vais la chercher, elle se change. L'école bien sûr est fermée, alors les cours ont lieu via écran interposé. Qu'est-ce que t'apprends à l'école? Tu racontes à Tata? Je m'installe sur la table et j'allume la télé. J'apprends mes leçons grâce à la télé. Et puis quand c'est fini, la maîtresse nous donne des devoirs. Vous communiquez comme nous en ce moment à travers le Skype? Non, avant c'était comme ça. La maîtresse pouvait nous voir, mais maintenant on fait tout à travers la télé et la professeure ne peut plus nous voir. La cousine de Lulu nous envoie quelques images du quotidien de sa fille. Tong Tong est un enfant unique et son quotidien de confinement est organisé à la minute près. Réveil à 8 h, petit déjeuner, puis c'est l'école virtuelle toute la matinée. Et comme lorsqu'elle rentre en classe, la journée d'école commence par une séance de gymnastique. L'après-midi, place aux activités sportives. La passion de Tong Tong, c'est la danse. Ne force pas tes mouvements. Regarde, fais comme moi. Mais là, comme elle ne peut pas sortir, son prof, ils ont fait un truc en ligne. Les enfants, en direct en fait, ça. C'est pas enregistré, c'est en direct. Et du coup, les enfants, il apprend comme ça. Qu'est-ce qu'elle porte sur la tête, ta prof? Un bandana. Elle ressemble à une actrice de l'opéra de Pékin. On n'en peut plus d'être à l'intérieur, alors on essaie de s'aventurer dehors. Depuis 2 jours, le système de filtrage a changé. Maintenant, tout le monde doit passer sous cette grosse tente militaire. Les choses s'organisent. On change la couleur de nos cartes en fonction des malades qui ont été repérés dans les zones alentours. En ce moment, on est vert pistache, sans trop savoir ce que ça veut dire. On filme discrètement avec le téléphone car les caméras dans les zones de contrôle ne sont plus du tout les bienvenues. Dehors, c'est encore pire qu'avant. C'est de plus en plus désert. Et les seules âmes que l'on croise ont soit un brassard rouge, soit contrôlent notre température. Ok. C'est trop vide, hein. Les joueurs de basket n'ont pas tenu non plus longtemps. Le terrain est condamné jusqu'à nouvel ordre. Non, donne-moi la mienne. Au retour, passage obligatoire par la tente. Votre carte, ça fait combien de temps que vous l'avez? Quoi? Vous êtes sorti de Pékin? Non, 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 non. Je vais vous changer de carte. On va changer 2 nouvelles cartes pour eux. Leurs cartes sont trop anciennes. Pourquoi on doit changer? Celles-là sont mieux. Ce sont des cartes de longue durée. Ok, ok, ok.
On n'a que 2 cartes pour notre famille alors que nous sommes 3. Et cette fois, elles sont blanches. Bon ou mauvais signe, impossible de le savoir, mais on ne va pas se plaindre, certains n'ont qu'une seule carte par famille et ne sont autorisés à sortir qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Quatrième semaine de quarantaine, désormais impossible de passer l'eau potable au-dessus de la grille. Chaque jour qui passe, la Chine se barricade un peu plus.